La pluie tombait sans relâche sur les pavés luisants de Neuilly-sur-Seine, comme si le ciel lui-même pleurait l'injustice d'une vie brisée. Derrière les vitres immenses d'un hôtel particulier autrefois symbole de réussite, une femme observait le monde sans pouvoir l'atteindre. Elle s'appelait Claire Delcourt. À 46 ans, elle avait bâti un empire financier que même les plus grands investisseurs de Paris enviaient. Aujourd'hui, elle ne pouvait plus bouger ni ses jambes, ni ses mains. Un accident, une fraction de seconde, un virage mal négocié sur l'autoroute A13, et tout avait basculé. Ce qui était plus douloureux encore que la paralysie, c'était le silence. Les appels s'étaient espacés. Les partenaires d'affaires s'étaient montrés compréhensifs avant de disparaître. Même certains membres de sa famille semblaient désormais trop occupés pour franchir les lourdes portes sculptées de sa demeure. On murmurait dans les salons feutrés que Claire Delcourt n'était plus qu'une héritière immobilisée, une fortune à gérer, un dossier à surveiller. Ce soir-là, son infirmière venait d'annoncer son départ. Trop difficile, trop exigeant. Claire restait seule dans son fauteuil motorisé, face à la baie vitrée. Son reflet lui paraissait étranger. Elle, la femme redoutée des conseils d'administration, dépendait désormais du moindre geste d'autrui. À l'extérieur, un scooter s'arrêta devant le portail. Un simple livreur, casque sur la tête, veste détrempée, sac isotherme dans le dos. Il attendit que quelqu'un vienne récupérer la commande. Personne ne répondit. Il sonna une seconde fois, puis une troisième. Claire observait la scène par la caméra de surveillance. Elle aurait voulu appuyer sur l'interphone. Sa mère resta immobile. Le jeune homme hésita, regarda la pluie, puis la maison plongée dans l'obscurité. Il aurait pu repartir. Après tout, ce n'était qu'une livraison parmi tant d'autres. Mais quelque chose dans ce silence pesant le retint. Si cette histoire vous touche déjà, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour découvrir des récits aussi bouleversants que celui-ci. Le livreur descendit de son scooter et s'approcha du portail. À travers les grilles, il aperçut une silhouette immobile derrière la vitre. Leurs regards se croisèrent. Et dans ce regard, il ne vit ni richesse ni arrogance, seulement une détresse silencieuse. Il posa sa main sur la sonnette, mais au moment précis où il allait appuyer de nouveau, les lumières de l'intérieur s'éteignirent brusquement. L'obscurité envahit la façade en une fraction de seconde. Plus aucune lumière derrière les vitres, plus aucun reflet dans les caméras. Le portail automatique resta figé dans un silence inquiétant. Le livreur sentit un frisson lui parcourir l'échine. À l'intérieur, Claire perçut le déclic sec du disjoncteur général. Une panne. Ou pire, elle connaissait cette maison mieux que quiconque. Son système électrique, récemment réparé, ne tombait jamais en panne sans raison. Son fauteuil motorisé émit un léger signal sonore avant de s'éteindre à son tour. Batterie faible, elle était désormais plongée dans le noir total. Dehors, le jeune homme retira son casque. Il s'appelait Yanis, 23 ans, étudiant en droit le jour, livreur le soir pour payer son loyer dans un petit studio de Clichy. Il fixa la demeure silencieuse. Quelque chose n'allait pas. Il sortit son téléphone et tenta d'appeler le numéro indiqué sur la commande. Aucune réponse. Il hésita. Les consignes étaient claires. En cas d'absence, repartir après 5 minutes. Mais cette silhouette derrière la vitre, ce regard, à l'intérieur, Claire sentit une peur primitive l'envahir. L'obscurité la rendait vulnérable. Elle entendit un bruit provenant du couloir. Un claquement. Puis un autre, ce n'était pas le vent. Elle connaissait le vent. Quelqu'un était entré. Son cœur se mit à battre violemment. Elle tenta d'atteindre le bouton d'alarme fixé au mur à droite de son fauteuil. Trop loin. Ses doigts ne répondaient pas. Sa respiration se fit plus rapide. Dehors, Yanis aperçut un mouvement furtif à l'étage. Une ombre qui n'était pas celle de la femme qu'il avait vue. Son instinct lui cria de partir. Ce n'était pas son affaire. Pourtant, ses pieds refusèrent d'obéir. Il contourna la grille et remarqua que la petite porte latérale n'était pas totalement verrouillée. Elle semblait avoir été forcée. La pluie redoublait, martelant les pavés comme un compte à rebours. À l'intérieur, un pas résonna distinctement derrière Claire. Lent, mesuré. Elle voulut crier, mais sa voix resta coincée dans sa gorge. La poignée du salon tourna doucement. Au même instant, Yanis poussa la porte latérale et pénétra dans la propriété, ignorant qu'en franchissant ce seuil, il venait peut-être de changer à jamais le destin d'une millionnaire paralysée, et le sien. Et dans l'ombre du couloir,
Une silhouette s'avança vers Claire, murmurant son prénom d'une voix qu'elle reconnut immédiatement. Claire? Cette voix, grave, posée, trop familière pour être un hasard. Son sang se glaça. Elle connaissait ce timbre mieux que quiconque. C'était celui d'Antoine Vallier, son ancien associé et ancien amant, l'homme avec qui elle avait bâti Delcourt et Vallier Capital, l'un des fonds d'investissement les plus redoutés de Paris. L'homme qui avait quitté l'entreprise 6 mois avant son accident, officiellement pour divergence stratégique. Officieusement, pour quelque chose de bien plus sombre. Un pas résonna sur le parquet ciré. Claire tenta de contrôler sa respiration. Dans le noir, ses sens semblaient décuplés. Elle entendait le froissement d'un manteau mouillé, le cuir d'une chaussure glissant légèrement sur le sol. « Tu n'as jamais su déléguer, Claire » murmura Antoine, plus proche désormais. « Même paralysée, tu contrôles encore tout. » Elle comprit alors. Ce n'était pas une visite. Ce n'était pas une inquiétude tardive. C'était une vérification. Dehors, Yanis avançait prudemment dans l'allée bordée de buis taillés avec précision. La porte latérale grinça légèrement lorsqu'il l'ouvrit davantage. L'odeur de bois ancien et de cire l'enveloppa immédiatement. La maison respirait la richesse, mais aussi l'abandon. Il sortit la lampe torche de son téléphone et balaya le couloir. Aucun domestique, aucun gardien. Un bruit étouffé lui parvint depuis le salon. À l'intérieur, Antoine se plaça face au fauteuil de Claire. Elle distinguait à peine sa silhouette, mais elle sentait son regard peser sur elle. L'accident, tragique, dit-il doucement. Mais parfois, les tragédies sont utiles. Un silence lourd suivit. Claire sentit une larme couler le long de sa joue. Pas de faiblesse, de rage. Elle comprenait enfin. Les transferts suspects, les signatures électroniques demandées en urgence pendant sa convalescence, les décisions prises en son nom. Antoine n'était pas venu vérifier son état. Il était venu s'assurer qu'elle ne parlerait plus. Dans le couloir, Yanis s'approcha du salon. La porte était entr'ouverte. Il entendit une voix d'homme, basse, presque menaçante. « Tu sais, Claire, une chute dans un escalier plongé dans le noir, ça arrive vite, surtout quand les caméras ne fonctionnent plus. » Le cœur de Yanis s'emballa. À l'intérieur, Antoine posa une main sur le dossier du fauteuil roulant. Et au moment précis où il commença à le pousser vers l'ombre du couloir, un faisceau de lumière blanche traversa brusquement la pièce. Quelqu'un venait d'entrer dans le salon. Le faisceau lumineux trembla légèrement avant de se stabiliser sur le visage d'Antoine. Ses traits, d'ordinaire impeccables et sur deux, se figèrent une fraction de seconde sous l'éclat cru de la lampe torche. Yanis resta immobile sur le seuil du salon, le souffle court. Il ne comprenait pas toute la situation, mais il comprenait suffisamment pour sentir le danger. « Qu'est-ce que vous faites ici » lança-t-il d'une voix plus ferme qu'il ne l'aurait cru. Antoine retira lentement sa main du fauteuil. Son regard changea aussitôt. Le masque menaçant disparut, remplacé par une expression maîtrisée, presque agacée. « Livraison » dit-il avec un sourire froid. « Vous tombez mal. Madame Delcourt ne reçoit personne à cette heure. » Claire, prisonnière de son silence, tenta de croiser le regard du jeune homme. Elle voulait crier, lui dire de ne pas le croire, lui dire qu'il était en danger. Yanis avança d'un pas, la lumière toujours braquée sur Antoine. La porte latérale était forcée, dit-il, et l'électricité coupée. Ça ne ressemble pas à une simple visite. Antoine esquissa un rire discret. Je suis son associé. Vous dépassez largement le cadre de votre travail. Posez ce téléphone et partez. Un instant suspendu s'installa. La pluie frappait toujours les vitres, comme un battement régulier, oppressant. Yanis regarda Claire. Son visage pâle, ses yeux brillants d'une terreur contenue. Elle cligna des yeux frénétiquement. Une fois, 2 fois, 3 fois, il comprit que ce n'était pas un hasard. « Monsieur, » reprit-il plus lentement, « si vous êtes vraiment son associé, alors appelez les secours. Elle n'a pas l'air en sécurité. » Le sourire d'Antoine s'effaça complètement. En un mouvement brusque, il s'avança vers Yanis et tenta de lui arracher le téléphone. La lampe tomba au sol, roulant sur le parquet, projetant des ombres chaotiques sur les murs du salon. Claire sentit son fauteuil bouger soudainement. Antoine l'avait poussé violemment pour dégager le passage. Yanis trébucha mais ne tomba pas. Instinctivement, il se jeta vers le fauteuil pour empêcher qu'il ne bascule dans le couloir sombre menant à l'escalier. Un choc sec retentit.
Le fauteuil heurta la console en marbre. Un vase ancien s'écrasa au sol. Antoine, désormais acculé, lança un regard calculateur vers la sortie arrière. Mais au moment où il fit un pas en direction du jardin, une lumière extérieure s'alluma brusquement, illuminant toute la baie vitrée. Quelqu'un venait d'activer le système secondaire de sécurité. Et dans le jardin, une silhouette se tenait déjà derrière la grille. La silhouette derrière la grille ne bougeait pas. Immobile sous la pluie, droite comme une statue, elle observait la scène à travers la baie vitrée désormais éclairée par le système secondaire. Antoine s'arrêta net. Yanis, encore à genoux près du fauteuil de Claire, releva la tête. La lumière extérieure découpait parfaitement la forme d'un homme vêtu d'un long manteau sombre. Impossible de distinguer son visage, mais sa posture respirait l'autorité. Un frisson traversa la pièce. Claire, elle, reconnut immédiatement la démarche. Même à distance, même après des mois, Maître Laurent Morel, son avocat personnel, l'un des pénalistes les plus redoutés de Paris, l'homme qu'elle avait chargé, en secret, d'enquêter sur les anomalies financières apparues après son accident. Antoine pâlit légèrement. « Impossible », murmura-t-il. La porte principale s'ouvrit brusquement. Le système de secours, alimenté par un générateur indépendant, venait de rétablir l'électricité partiellement. Les lumières du hall s'allumèrent une à une, révélant les visages crispés. Maître Morel entra sans se presser, refermant calmement son parapluie. Derrière lui, 2 agents de sécurité privée pénétrèrent à leur tour dans la maison. « Bonsoir, Antoine », dit-il d'une voix posée. « Je vois que vous avez pris l'initiative de venir sans rendez-vous. » Le silence devint presque insoutenable. Antoine tenta de reprendre contenance. « Je m'inquiétais pour Claire. La panne, j'ai voulu vérifier. » Le regard de l'avocat glissa vers le vase brisé, le fauteuil déplacé, le téléphone au sol, puis vers Yanis. « Et ce jeune homme ?» Yanis se releva lentement. Ses vêtements étaient trempés, son cœur battait encore violemment. Il n'avait aucune idée de l'ampleur du jeu qui se déroulait sous ses yeux. Claire cligna des yeux avec insistance vers Maître Morel. Un signal convenu, un code qu'ils avaient établi pendant sa rééducation. L'avocat comprit immédiatement. « Intéressant », murmura-t-il. Antoine fit un pas en arrière. « Je pense que cette situation peut s'expliquer en privé », tenta-t-il. Mais déjà, l'un des agents s'approchait discrètement de lui. Maître Morel sortit un dossier épais de sa serviette en cuir. Avant toute explication, il serait bon d'éclaircir certains transferts de fonds effectués depuis votre départ de Delcourt et Valier Capital. Le nom de la société résonna lourdement dans la pièce. Antoine serra les poings. Yanis regarda Claire. Pour la première fois, il vit dans ses yeux autre chose que la peur. Une détermination glaciale. Mais soudain, un bruit s'est retenti derrière eux. Un coup de feu. Le coup de feu claqua comme une déchirure dans l'air, brutal, assourdissant. Pendant une fraction de seconde, personne ne comprit d'où il venait. Puis la baie vitrée explosa. Le verre vola en éclats dans le salon, projetant une pluie tranchante sur le parquet. L'un des agents de sécurité cria et se jeta au sol. Yanis se plaça instinctivement devant le fauteuil de Claire, son corps formant un bouclier dérisoire. Antoine, lui, eut un réflexe étrange. Il ne se baissa pas. Il regarda vers le jardin, comme s'il savait. Une seconde détonation retentit, plus lointaine. Cette fois, une balle vint se loger dans le mur au-dessus de la cheminée. « À couvert !» hurla l'un des agents. Maître Laurent Morel resta étonnamment calme. Il attrapa le dossier qu'il tenait encore et le glissa sous son manteau avant de s'abriter derrière une colonne en marbre. À l'extérieur, une silhouette courait le long de la haie, trop rapide pour être distinguée clairement. Claire tremblait, pas seulement de peur, de compréhension. Ce n'était pas improvisé. Quelqu'un avait planifié cette intrusion. La panne électrique, la porte forcée, l'arrivée d'Antoine, et maintenant, les tirs. Un chaos parfaitement orchestré. Yanis tourna la tête vers Antoine. « Qui est-ce » Antoine ne répondit pas immédiatement. Son regard restait fixé sur le jardin. Calculateur, presque contrarié. « Ce n'était pas prévu, » murmura-t-il enfin, si bas que seul Yanis l'entendit. « Pas prévu. » Donc il savait. Un troisième coup de feu éclata, mais cette fois dirigé vers l'extérieur de la propriété. Les agents de sécurité avaient riposté. Des cris, des pas précipités sur le gravier, puis le rugissement d'un moteur au loin.
Le silence retomba aussi brutalement qu'il s'était brisé. Les agents sortirent prudemment pour inspecter le jardin. L'un d'eux parla dans son oreillette, demandant du renfort. À l'intérieur, les éclats de verre scintillaient comme des fragments d'étoiles mortes. Yannis se redressa lentement. « Vous saviez, dit-il à Antoine, les yeux brûlants. » Antoine se tourna vers lui, un masque froid revenu sur son visage. « Tu crois comprendre ce qui se passe ici. Garçon, tu n'es que livreur. Tu n'as aucune idée des forces en jeu. » Maître Morel s'approcha alors, son regard devenu tranchant. « Au contraire, répondit-il calmement, il est désormais un témoin. » Le mot tomba comme une condamnation. Antoine pâlit. Claire sentit une onde d'adrénaline la traverser. Malgré son corps immobile, elle comprenait que l'équilibre venait de basculer. Mais au moment où l'un des agents revint en courant depuis le jardin, son visage était livide. « Monsieur, la voiture de Madame Delcourt, elle n'était pas accidentée. » Un silence glacé envahit la pièce. Les freins ont été sabotés. Le mot « saboté » sembla suspendu dans l'air, lourd, irréversible. Claire sentit son cœur cogner si fort qu'elle crut qu'il allait rompre le silence à lui seul. Saboté. Ce n'était donc pas un accident, pas une fatalité, pas un caprice du destin, une tentative d'assassinat. Antoine recula imperceptiblement. Un mouvement minuscule, mais suffisant pour trahir la panique qui fissurait son masque. « C'est absurde, lança-t-il d'un ton trop rapide. Vous n'avez aucune preuve. » Maître Morel le fixa sans ciller. « Nous en aurons. » Les agents sécurisaient déjà la pièce. L'un d'eux parlait avec la police au téléphone. Les sirènes commencèrent à se faire entendre au loin, se rapprochant progressivement de Neuilly-sur-Seine. Yannis regardait Claire, incapable de détourner les yeux. Tout prenait un sens effrayant. La panne électrique, la visite d'Antoine, les coups de feu, le sabotage des freins. Il voulait finir le travail, murmura-t-il. Claire cligna lentement des yeux. Oui, Antoine serra les mâchoires. Faites attention à vos accusations. Vous jouez avec des milliards d'euros, maître. L'avocat esquissa un léger sourire. Justement, les milliards laissent toujours des traces. Il sortit de sa poche un petit enregistreur numérique, et certaines conversations aussi. Le regard d'Antoine se figea. Depuis 3 semaines, nous savions que quelqu'un surveillait cette maison. Nous avons laissé croire à une vulnérabilité. Nous attendions un faux pas. Le silence devint presque suffocant. Claire comprit alors que Maître Morel avait anticipé un danger, mais pas forcément l'ampleur de celui-ci. Les tirs, eux, n'étaient pas prévus. Quelqu'un d'autre était impliqué. Quelqu'un qui ne se contentait pas de manipulation financière. Les sirènes s'arrêtèrent devant la propriété. Des lumières bleues traversèrent les vitres brisées. Antoine tenta un dernier mouvement vers la sortie arrière, mais un agent lui barra la route. « Vous n'allez nulle part. » Yannis sentit un étrange mélange de soulagement et d'angoisse. Il aurait pu partir dès le début, ignorer cette maison, ignorer ce regard derrière la vitre. Mais maintenant, il était au cœur d'un complot impliquant l'une des fortunes les plus puissantes de la région parisienne. Et ce n'était que le début, car au moment précis où les policiers franchirent le seuil, le téléphone de Claire, resté posé sur la console brisée, vibra. Un message venait d'arriver. Un numéro inconnu. Maître Morel le ramassa. Le texte était court. Antoine n'est qu'un pion. Si elle parle, elle meurt. Le message sembla glacer le sang de chacun dans la pièce. Maître Morel relut lentement les mots, comme s'il espérait qu'ils changent sous ses yeux. Antoine n'est qu'un pion. Si elle parle, elle meurt. Antoine, un pion. Tous les regards se tournèrent vers lui. Pour la première fois depuis le début de la soirée, son assurance s'effondra complètement. Son visage devint livide. Ce n'était plus l'arrogance d'un financier ambitieux que l'on voyait, mais la peur brute d'un homme dépassé par des forces plus grandes que lui. Je ne sais pas de quoi il s'agit, balbutia-t-il. Yannis sentit que quelque chose venait de basculer. Si Antoine n'était qu'un exécutant, alors celui qui tirait les ficelles se trouvait ailleurs. Quelqu'un d'assez puissant pour orchestrer un sabotage, une intrusion armée, et maintenant une menace directe. La police pénétra dans le salon, inspectant les dégâts, sécurisant les lieux. Antoine fut menotté malgré ses protestations. Pourtant, son regard n'exprimait pas seulement la colère, mais une inquiétude presque désespérée. Claire observait la scène, impuissante physiquement, mais son esprit fonctionnait avec une lucidité implacable. Un pion. Qui pouvait avoir intérêt à sa disparition complète?
Ses pensées dérivèrent vers le conseil d'administration, vers les investisseurs étrangers entrés récemment au capital, vers un nom en particulier, Hugo Reinhardt, un magnate discret basé entre Zurich et Paris, officiellement spécialisé dans les restructurations industrielles, officieusement réputé pour absorber les entreprises affaiblies à n'importe quel prix. C'était lui qui avait poussé à la fusion accélérée après son accident. C'était lui qui avait insisté pour qu'Antoine reste proche du dossier. Yanis remarqua que Claire fixait intensément Maître Morel. Ses yeux se déplacèrent vers le téléphone, puis vers Antoine, puis revinrent vers l'avocat. Elle essayait de communiquer. Morel comprit. « Il faut la mettre en sécurité immédiatement », déclara-t-il au policier. « Et ce message doit être tracé. » Mais l'un des agents secoua la tête. Numéro crypté. Carte prépayée. Trop professionnel. Antoine éclata soudainement. « Vous croyez que je contrôle ça? Vous ne comprenez pas, s'il pense que j'ai parlé. Je suis mort. » Un silence lourd suivit. Alors il savait. Peut-être pas tout, mais je sais. À l'extérieur, les gyrophares illuminaient la pluie persistante. Les médias n'étaient pas encore là, mais cela ne tarderait pas. Une milliardaire paralysée, un sabotage, des coups de feu, l'affaire allait exploser. Yanis sentit son téléphone vibrer dans sa poche. Un message. Numéro inconnu. Il hésita, puis regarda l'écran. Le héros devrait rentrer chez lui, tant qu'il le peut. Le sang de Yanis se glaça. Il relut le message plusieurs fois, comme si les mots pouvaient changer de sens. Le héros devrait rentrer chez lui, tant qu'il le peut. Quelqu'un savait qu'il était là. Quelqu'un l'observait. Il leva lentement les yeux vers les fenêtres brisées, vers le jardin noyé dans la lumière bleutée des gyrophares. Chaque ombre lui parut soudain suspecte. Chaque mouvement, une menace potentielle. Maître Morel remarqua immédiatement son trouble. « Qu'y a-t-il » Yanis hésita une seconde. Puis il tendit son téléphone. L'avocat lut le message sans scier, mais ses mâchoires se contractèrent imperceptiblement. « Ils élargissent la pression » murmura-t-il. Claire sentit une vague de culpabilité la traverser. Ce jeune homme n'avait rien demandé. Il n'était qu'un livreur, venu déposer un repas dans une maison silencieuse. Et maintenant, il était pris dans une guerre invisible entre puissances financières. Antoine, menotté, observa la scène avec une intensité nouvelle. « Je vous l'ai dit » lâcha-t-il d'une voix rauque. « Vous n'avez aucune idée de qui vous affrontez. »« Alors dites-le » répliqua sèchement Morel. Antoine détourna le regard. « Je ne connais pas son vrai visage. Personne ne le connaît. Il opère à travers des holdings, des prête-noms, des sociétés écrans basées au Luxembourg, aux îles Caïmans et à Zurich. » Le nom de Zurich résonna dans l'esprit de Claire comme une confirmation glaciale. Hugo Reinhardt. Mais si Reinhardt était derrière tout cela, pourquoi se cacher au point d'effacer toute trace directe? Yanis sentit la peur monter en lui, mais quelque chose d'autre grandissait aussi. Une détermination qui ne s'expliquait pas. Peut-être parce qu'il avait vu la détresse dans les yeux de Claire. Peut-être parce que l'injustice le révoltait profondément. « Ils m'ont menacé, » dit-il calmement. « Ça veut dire que je compte. » Morel le fixa. « Ou que vous êtes devenu un problème. » À cet instant, un policier s'approcha avec un rapport préliminaire. « Les caméras extérieures ont été piratées, » annonça-t-il. « Mais nous avons récupéré quelques secondes d'enregistrement avant la coupure. » Le cœur de Claire s'emballa. « On y voit un véhicule noir stationné à 2 rues d'ici, » poursuivit l'agent. « Plaque diplomatique. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Plaque diplomatique. Cela dépassait désormais le simple cadre d'un conflit financier. Antoine ferma les yeux, comme un homme qui accepte enfin l'inévitable. Puis il murmura. Si ce sont eux, alors cette nuit n'était qu'un avertissement. Au même instant, toutes les lumières de la maison s'éteignirent de nouveau, et cette fois, les sirènes de police cessèrent brusquement à l'extérieur. L'obscurité fut totale. Plus de gyrophares, plus de sirènes, plus le moindre bourdonnement électrique. Un silence anormal, presque artificiel, s'abattit sur la propriété. Yanis sentit son souffle devenir bruyant dans le noir. Il tenta d'allumer à nouveau la lampe de son téléphone, écran noir, batterie morte. Autour de lui, des voix confuses s'élevèrent. Les radios ne fonctionnent plus. Réseau coupé. Ce n'était pas une simple panne. C'était un brouillage, un dispositif professionnel. Maître Morel murmura, presque pour lui-même,
Il contrôle le terrain. Claire, immobile dans son fauteuil, sentit une terreur glaciale l'envahir. Pas celle d'une victime, mais celle d'une stratège qui comprend que l'adversaire a toujours un coup d'avance. Des pas résonnèrent à l'extérieur. Lents, coordonnés. Plusieurs personnes. Pas des policiers. Les agents de sécurité dégainèrent leurs armes, mais sans communication, sans visibilité, ils étaient aveugles. Antoine, toujours menotté, se mit à respirer de plus en plus vite. Ils sont venus effacer les traces, chuchota-t-il. Ils ne la laisseront pas témoigner. Yannis se plaça instinctivement derrière le fauteuil de Claire, ses mains agrippant les poignets comme si ce simple geste pouvait la protéger. Soudain, une lumière blanche aveuglante traversa les vitres brisées. Pas une lampe torche, un projecteur, puis une voix amplifiée, froide, métallique, retentit depuis le jardin. « Remettez-nous Madame Delcourt. Personne d'autre ne sera blessé. » Chaque mot était parfaitement articulé, professionnel, calculé. Un frisson parcourut la pièce. Maître Morel répondit en criant « Vous vous exposez à des poursuites internationales. » Un léger rire résonna dans les haut-parleurs. Les poursuites sont pour les faibles. Le pouvoir ne laisse pas de traces. Yannis sentit Claire trembler légèrement. Il se pencha vers elle. « Je ne vous laisserai pas, » murmura-t-il. Ses propres mots le surprirent. Dehors, les silhouettes commencèrent à se déplacer vers l'entrée principale. Ombre fluide, disciplinée, équipée. Un choc violent retentit contre la porte. Puis un second. Le bois massif commença à céder. À l'étage, un bruit inattendu éclata soudain. Une fenêtre qu'on ouvre à la hâte. Maître Morel leva brusquement la tête. Il y a quelqu'un d'autre dans la maison. Un troisième coup fracassa la porte d'entrée. Le battant céda dans un craquement terrifiant. Des silhouettes armées envahirent le hall. Et au même instant, derrière Yannis, une main surgit de l'ombre et se posa sur son épaule. Yannis se figea. La main sur son épaule n'était ni brutale ni hésitante. Elle était ferme, contrôlée. Son cœur s'arrêta presque. Il se retourna lentement. Une silhouette se tenait derrière lui, à peine visible dans la pénombre. Pas une des ombres armées qui envahissaient le hall. Celle-ci était plus proche, plus discrète. Vêtue de noir, visage partiellement couvert, mais les yeux étaient étrangement calmes. « Ne bouge pas !» murmura une voix basse, différente de celle amplifiée à l'extérieur. Ce n'était pas un ordre hostile. C'était « protecteur ». Avant que Yannis puisse réagir, un bruit assourdissant éclata dans le hall. Les hommes armés venaient d'entrer dans le salon. Lampe tactique, mouvement synchronisé. Ils balayèrent la pièce, visant chaque recoin. Maître Morel leva les mains, stratégique. Les agents de sécurité furent rapidement désarmés. Antoine, toujours menotté, s'effondra presque sur place. « Je vous l'avais dit » souffla-t-il. Le projecteur extérieur s'éteignit brusquement, laissant place à la seule lumière des lampes des intrus. L'un d'eux s'approcha du fauteuil de Claire. « Madame Delcourt, » dit-il d'une voix mécanique, « vous allez nous suivre. » Yannis sentit la main derrière lui se resserrer légèrement. « Fais-moi confiance, » murmura la voix. Soudain, à l'étage, un fracas violent retentit. Une vitre éclata. Un corps chuta lourdement dans le jardin arrière. Tous les hommes armés se tournèrent instinctivement vers le bruit. Erreur. La silhouette derrière. Yannis bougea avec une rapidité fulgurante. Elle tira Yannis en arrière, hors du champ lumineux, puis activa quelque chose à sa ceinture. Les lumières des assaillants vacillèrent. Un brouillage interne. Un des intrus cria « Vision perturbée ». La confusion éclata immédiatement. Profitant de ces secondes précieuses, la silhouette se pencha vers Claire et libéra en un geste précis le mécanisme de verrouillage du fauteuil. « Plan B » murmura-t-elle. Yannis comprit alors. Ce n'était pas une intrusion imprévue. Quelqu'un, quelque part, avait anticipé un assaut. Mais qui? La silhouette retira brièvement son masque. Yannis aperçut un visage féminin, déterminé, concentré. Claire écarquilla les yeux. Elle la reconnaissait. Une ancienne employée, disparue après l'accident, officiellement licenciée, officieusement disparue des registres. « Vous n'auriez jamais dû revenir » murmura Claire avec une intensité silencieuse dans le regard. À l'autre bout du salon, un intrus leva son arme vers eux, et le premier tir partit. Le tir fendit l'air, mais il ne toucha personne.
La femme masquée avait déjà basculé le fauteuil sur le côté, utilisant l'élan pour entraîner Claire hors de la ligne de mire. Yanis, porté par une adrénaline qu'il ne se connaissait pas, renversa une table massive dans la trajectoire du second assaillant. Le chaos devint total. Puis, dans un mouvement aussi inattendu que décisif, Antoine cria « Assez !» Sa voix brisa la tension. Tout se figèrent une fraction de seconde. Antoine tomba à genoux. « Vous voulez effacer les traces? Très bien. Mais si elle meurt, les dossiers sont automatiquement transmis. À la presse, aux autorités internationales, aux investisseurs, tout. » Un silence glacial s'abattit. Maître Morel, malgré la situation, comprit immédiatement. Claire avait prévu l'impensable. Avant même l'accident, un protocole de divulgation automatique, des serveurs sécurisés hors d'Europe, des copies numériques chiffrées. Si son cœur cessait de battre ou si son absence était signalée plus de 24 heures, tout serait révélé. Les montages offshore, les manipulations de marché, les rachats forcés, les morts maquillées en faillite, une guerre financière mondiale exposée au grand jour. La voix métallique à l'extérieur reprit, moins assurée. « Vous bluffez ?» Antoine leva les yeux, tremblant. « Non, elle ne bluffe jamais. » Un instant suspendu. Puis, lentement, les armes s'abaissèrent. Les silhouettes reculèrent. Une à une. Le projecteur se ralluma brièvement, puis s'éteignit définitivement. Le silence revint. Un vrai silence. Cette fois, les sirènes de secours retentirent de nouveau au loin, comme si le monde reprenait son souffle. Yanis resta immobile derrière le fauteuil de Claire, ses mains toujours crispées. Il n'était plus un simple livreur. Il était devenu le témoin d'un empire fissuré. La femme masquée retira complètement son masque. Claire soutint son regard. Aucune parole n'était nécessaire. Ce n'était pas la fin d'une guerre. C'était le début d'une révélation. Les puissants avaient cru qu'une femme paralysée était vulnérable. Ils avaient oublié que l'esprit ne se brise pas avec le corps. Et tandis que l'eau commençait à éclairer les pavés humides de Neuilly-sur-Seine, une vérité implacable s'imposait. On peut immobiliser une millionnaire. On ne peut pas réduire au silence une reine.